dans ce bel endroit pour cette conférence qu'on a souhaité organiser sur le thème des mouvements de terrain. C'est une conférence malheureusement qui a été reportée au moins 2 fois en raison de cette épidémie. Toutefois, elle se tient aujourd'hui et merci de votre présence. Merci aussi à ceux qui nous suivent à distance puisque la conférence sera retransmise en direct. Oui, alors je vais vous présenter tout de suite Thomas Lebourg qui est un professeur des universités Nice-Côte d'Azur, qui est également en charge de diriger une équipe de chercheurs au CNRS sur ce thème des mouvements de terrain, qui est expert judiciaire auprès de différents tribunaux administratifs et de grande instance, expert international aussi, puisque tu as mené des missions au Vietnam, en Amérique, sur ce thème-là, et Thomas a publié une vingtaine d'études sur la question, 70 articles, je crois, de mémoire, et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très investi sur ce sujet. Il travaille également en recherche sur de nouveaux capteurs, je pense que tu l'évoqueras tout à l'heure, et je suis aussi heureux de vous annoncer qu'on va passer, on est en train de contractualiser un accord avec le CNRS justement pour travailler sur ces mouvements de terrain, sur les capteurs qu'on pourrait installer. Thomas vous développera un petit peu le sujet également tout à l'heure. Je salue la présence de Cyril Grésil, qui est notre référent national sécheresse chez Union d'experts. Voilà, et effectivement, voilà, ce thème s'est imposé à nous, non seulement parce qu'on a des dossiers sécheresse à traiter, avec les arrêtés que vous connaissez aussi, qui n'arrêtent pas de tomber depuis quelques années, les événements récents qu'on a pu connaître également dans les vallées de la Roya et de la Vésubie. On a également le sinistre du Teil, pour ceux qui sont au courant, hein, un sinistre, comment dire, il y a un tremblement de terre. Bref, les mouvements de terrain, c'est un sujet tellement vaste. On va parler un peu de tous ces mouvements de terrain, hein, que ce soit des problèmes d'argile avec des gonflements, des retraits, etc., mais également tout ce qui concerne des glissements, des affaissements de falaises, etc., etc. Voilà, j'en dis pas plus. Je laisse la parole à Thomas, juste pour vous signaler après l'intervention de Thomas, nous servirons un petit cocktail déjeunatoire. Bonne conférence. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que le challenge, c'était de vous présenter un petit peu les mouvements de terrain liés au changement climatique des temps passés et des temps à venir. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir un regard sur le passé pour mieux comprendre l'avenir. Alors, au début, j'ai voulu vous présenter cette photographie. Alors, certes, c'est très très joli. C'est une photo de montagne, mais un œil averti verra des choses extrêmement intéressantes. Et c'est un peu le cœur de mon métier. C'est d'aller essayer de voir au-delà de ce qui est apparent des traces, des stigmates du passé. Donc là, on voit derrière cette montagne, finalement, un immense affaissement. Et finalement, ça a été découvert fortuitement, d'ailleurs par une personne qui est ici, Johan, qui a travaillé avec moi pendant plusieurs années. Et c'est au hasard d'une promenade qu'on a vu cette montagne qui s'était complètement écroulée. C'est ce qu'on appelle un sakung. Et ces mouvements de terrain façonnent de manière assez importante les paysages, mais aussi notre vie sur Terre. Et ça, on va le voir. Alors, j'appuie là, voilà. Les aléas telluriques, alors ça c'est quelque chose de beaucoup plus global. Les mouvements de terrain se situent dans les aléas telluriques. On va pas les voir justement. Il y a les tsunamis, les inondations, les séismes, les épisodes volcaniques et les mouvements de terrain. C'est assez traumatisant. Et pour vous présenter les mouvements de terrain, je vais axer ma présentation sur 4 points. Le dernier point est porté aussi sur cette collaboration qu'on a choisi de développer depuis plusieurs années avec Union d'experts. Donc les aléas géologiques et les changements climatiques, c'est une alchimie à l'origine de la genèse des formes du relief. C'est-à-dire, pour nous, c'est une nécessité pour mieux comprendre et se prémunir contre les chocs à venir. Parce que dans les années à venir, comme dans les années passées, on a eu des chocs extrêmement brutaux. Et on va voir que finalement, la mémoire que l'homme a des aléas au sens large est extrêmement courte. Hier soir, on en discutait. La mémoire humaine pour un aléa, un sinistre, c'est 7 ans. Au bout de 7 ans, les gens ont déjà oublié. Le traumatisme du 2 octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes, vous allez voir des gens à Cannes, etc., il y a moins de 7 ans, ils ont déjà oublié. Ils ne s'en souviennent plus. Donc c'est assez intéressant de voir comment la mémoire humaine peut intégrer et ingérer ces informations-là. Donc, 4 volets. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu ce qu'est le paradoxe de la temporalité des risques et des aléas. Après, le rôle des forçages climatiques dans le contrôle des mouvements de terrain. Donc c'est extrêmement important, c'est lié aux catastrophes naturelles, bien évidemment. Et qu'est-ce que c'est qu'une véritable catastrophe naturelle ? Les changements climatiques passés et futurs. Donc là, les derniers rapports du GIEC qui sont sortis au mois d'août cette année
Donc j'ai extrait quelques informations pour vous les présenter, axées sur les sécheresses, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir, c'est extrêmement important, et de décliner ça à travers cette composante expertale que vous avez, parce que moi aussi je suis expert, expert aussi judiciaire, donc je vois aussi l'autre côté de ce monde de la survenance des aléas gravitaires, et c'est aussi intéressant de voir un peu quel est votre regard à vous. Moi j'ai un regard de scientifique sur le phénomène, vous avez un regard lié à la responsabilité des choses, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de sémantique aussi dans les propos de l'expertise, donc on pourra peut-être y revenir dans une discussion. Et après, les incidences et les modalités de prévention et les défis de la météorologie, parce que mon laboratoire est spécialisé en météorologie, on instrumente dans le monde entier tout type d'édifices géologiques, ça va des volcans, ça va pour les séismes, pour les mouvements de terrain. Et j'ai une équipe qui est concentrée et qui focalise sur l'instrumentation. Donc pour ça, parce que c'est devenu une nécessité pour nous. Alors, les paradoxes des aléas géologiques. Je peux vous dire avec certitude où aura lieu le prochain séisme, le prochain tsunami, le prochain événement gravitaire. Ça, c'est très facile. Mais par contre, je suis incapable de vous dire quand. Personne ne peut vous dire quand. Ça, c'est le long terme, très bien déterminé localement, mais à court terme, totalement indéterminable. C'est-à-dire qu'on est incapable à l'heure actuelle de dire avec précision, sauf en mettant des moyens, des capteurs extrêmement précis, pour étudier par exemple les fréquences de résonance sur les chutes de blocs, ou pour mettre des capteurs d'énergie, enfin c'est très compliqué d'avoir une appréhension à court terme. Et ça rejoint un petit peu la courbe de Farmer et les questions qu'on se pose sur les modalités temporelles de l'expression de ces aléas. La courbe de Farmer, c'est celle-là. Alors j'ai le micro, mais je m'en vais, c'est pas grave. C'est la fréquence, c'est le nombre de fois où on va avoir l'événement sur sa gravité. Un risque majeur, c'est le domaine du collectif. La fréquence est normalement très courte. D'accord ? Une sécheresse, pour une maison qui sèche, je me mettrais dans le domaine 1. C'est assez fréquent, parce que finalement, on s'aperçoit que régulièrement, peut-être dans le domaine 2 pour vous. Enfin bon, on va aller plutôt vers le domaine 1. Et donc la question qu'on se pose, c'est long terme, court terme, quelle échelle de temps prendre et ça, c'est une question qui est assez complexe. Pourquoi ? Parce qu'au cours du temps, on a essayé d'intégrer le temps géologique dans le temps humain. Le temps géologique, moi quand je parle avec mes collègues, avec mes amis, on parle en milliers, en dizaines de milliers, en millions d'années. Moi je ne parle pas encore en milliards d'années, mais j'ai des amis qui parlent en milliards d'années. Ça ne dit rien à personne. Quand on voit que l'imprimerie, c'est il n'y a même pas 600 ans, on n'a même pas 500 ans d'histoire et de mémoire, de chronique sur les catastrophes naturelles. Et finalement, on a un regard qui est assez lointain, parce qu'on voit ici, c'est des courbes qui sont là juste pour illustrer, mais on a des phénomènes où on a des périodicités, là c'est des kilo-années, donc on parle en kilogrammes d'années, donc en 4000 ans, 8000 ans, 12 000 ans. On a des choses qui reviennent régulièrement. Régulièrement, c'est comme les changements climatiques. La montée des eaux, c'est régulier. Tous les 100 000 ans, ça monte, ça descend, c'est assez violent. Et voilà, donc le problème, pour moi, pour nous, c'est l'aléa gravitaire est généré par les évolutions naturelles, qui ont des cyclicités assez complexes, mais qui ont des récurrences quand même qu'on va retrouver, et les aggravations humaines. Les aggravations humaines, à l'heure actuelle, dans toutes les expertises que j'ai dans les tribunaux, 95% du temps, c'est l'homme. 95% du temps, c'est des causes humaines, qu'on va essayer de détourner par, entre guillemets, une vision catastrophe naturelle à des causes naturelles, mais souvent, vous le savez très bien vous-même, l'homme a une grande part de responsabilité dans cette survenance-là. Alors, David Petley, c'est un collègue anglais qui a fait un blog magnifique sur les mouvements de terrain, c'est le seul au monde qui a fait ça, vous pouvez aller sur son blog, il identifie tous les glissements de terrain qui surviennent dans le monde. Entre 2004 et 2010, il y a eu 2620 glissements de terrain et 32 000 décès. Alors c'est pas grand-chose, c'est le nombre de personnes qui meurent dans ce même laps de temps d'indigestion d'hamburgers, mais ça a des conséquences économiques extrêmement importantes. Là, vous avez quelques exemples. Alors après, je ne vais pas perdre mon temps aussi sur le détail de chaque glissement, mais on va voir que c'est dans des zones où on a aussi une forte sismicité. Donc ça va pas nous intéresser énormément pour l'instant, parce que cette sismicité-là, moi je ne vais pas du tout l'aborder, c'est encore un autre domaine. Par contre, on peut voir que ça impacte. Et économiquement parlant, le coût des catastrophes naturelles a été en 2020 dans le monde entier de 210 milliards de dollars, 12 milliards de dollars pour l'Europe, et encore la tempête Alex n'a pas encore été estimée, je vais en parler un peu après. Entre 1998 et 2017, donc ça c'est les chiffres. Alors j'ai fait une petite erreur, j'en suis désolé, j'ai pas mis toutes les références, mais je les mettrai dans la présentation que je laisserai à l'Union d'experts où il y a toutes les références d'où j'ai tiré ces informations-là. J'ai pas trop eu le temps de les mettre, je suis désolé.
Ce qui est important de voir, c'est que ça coûte extrêmement cher. Dans les années à venir, on va avoir des chiffres qui vont être immensément grands, hein. On parle de 2000 milliards de dollars. Alors vous me direz, les échanges bancaires tous les jours, c'est 5000 à 6000 milliards de dollars. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose qui va avoir une incidence importante. Autre point important, il y a plus de 60% des dégâts qui ne seront pas assurés ou pas assurables. En France, on verra tout à l'heure, les maisons, les collectivités qui ne sont plus reconnues catastrophes naturelles, il y en a de plus en plus. Ça va vous causer de plus en plus de problèmes, même pour les inondations, même pour les mouvements de terrain. Pour moi, il y a à peu près 80% des dossiers qui partent à la poubelle, et ça va devenir assez compliqué. Alors, je ne vais pas aborder tout de suite la problématique des changements climatiques, je le ferai tout à l'heure, mais juste pour vous donner un peu un ordre d'idée, après je partirai sur les aléas. Ça, c'est un slide qui est sorti, c'est en 2021, c'est même en octobre, début octobre 2021, il y a un certain nombre d'études qui sont ressorties par rapport aux projections du GIEC, entre autres, et de tous les scientifiques qui sont dedans, sur qu'est-ce que ça donne en mots-clés pour la France en termes de hausse des températures, de pluviométrie. Je vais revenir dessus avec beaucoup de détails, hein, parce qu'on a quand même des études qui sont extrêmement fines dessus. Mais tout simplement pour vous dire que déjà, on voit le coût, hein, de ce que ça coûte entre 87 et 89, de 1,2 milliard d'euros par an. On est à 3,3 milliards d'euros par an. La tempête Alex, c'est 1,7 milliard d'euros estimés. C'est pas réparé, ça ne sera jamais réparé. Il y a aussi des questions de résilience qui vont se porter à nous. Voilà, ça va vous coûter, ça va nous coûter, finalement c'est pas vous, ça me coûte aussi, hein, extrêmement cher. Et finalement, on se pose la question finalement de la résilience de nos vies sur nos territoires. Est-ce qu'on va lutter contre les changements climatiques? Est-ce qu'on va lutter contre les catastrophes? Ou est-ce qu'on les accepte et on va les laisser passer? Et c'est peut-être la solution la plus intelligente, d'où finalement les questions de prévention dont on a parlé. La prévention, finalement, c'est une corde à mettre aux arcs des assurances, des assurés. Prévenir, comprendre et prévenir. Parce que quand on comprend quelque chose, quand on peut le prévenir, finalement, on n'en a plus peur. C'est quand on ne connaît pas quelque chose dont on a peur. Alors, maintenant, j'entre un peu plus dans le vif du sujet. Alors, quid de l'influence des climats sur les équilibres naturels? Alors ça, c'est juste un petit diagramme qui permet d'exposer, d'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe naturelle. Là, on a un lac, c'est au Canada, c'est paisible, l'eau est bleue, les vallées sont vertes, on pense que c'est figé. On pense que c'est figé, que c'est immuable. Quand on va là, on se dit, mais c'est là pour l'éternité. Vous allez voir que ce n'est pas là pour l'éternité, finalement, c'est extrêmement vivant. Et on est toujours dans un état qu'on appelle pseudo-stable. Cet état pseudo-stable est perturbé de manière régulière, tous les ans, tout le temps. Les saisons, ce n'est pas les climats. Les climats, c'est autre chose que les saisons, hein. Les climats perturbent, les petits séismes, des interventions, et tout ça, ça va générer des signaux, et on va aller vers un état transitoire. Avec cet état transitoire, à un moment donné, eh bien, on va avoir un phénomène extrême. Ce phénomène extrême va changer totalement l'équilibre de cet état transitoire et amener un nouvel état pseudo-stable. C'est une nouvelle étape pseudo-stable, c'est la consommation de l'énergie. Cette consommation d'énergie va générer des mouvements de terrain. Pour les séismes, des séismes. Pour les tsunamis, une vague de tsunami. C'est la nature redistribue l'énergie qu'elle reçoit via une déformation, quelle qu'elle soit. Alors ça, c'est un graphique que je mets à mes étudiants pour qu'on comprenne mieux que les choses ne sont pas figées dans le temps. C'est la grande échelle, la grande question de l'échelle de temps à considérer. Vous, comme moi, on vieillit. Hein, avec le temps, les événements extérieurs n'ont pas le même effet. Et je prends comme exemple, finalement, on va prendre une montagne qui est juvénile et on va lui soumettre une sollicitation. Par exemple, une grosse tempête, des grosses pluies, 500 mm d'eau, 800 mm d'eau, elle va pas bouger. Vous prenez un enfant, vous le mettez les pieds dans la neige pendant 3 heures, il va râler, il va rentrer, il va avoir la goutte au nez. Vous faites vieillir votre montagne, elle vieillit toute seule avec le temps. Les choses, elles ne sont pas, elle va vieillir. Donc à 20 ans, vous prenez la même personne, vous la mettez pendant 3 heures les pieds dans la neige, elle va râler, ça c'est quelque chose d'immuable, et en rentrant, elle va être un peu plus malade, elle va avoir un peu la fièvre pendant une journée, elle va pas être bien. La montagne, elle aussi, ça commence un petit peu à bouger, etc. Prenez la personne à 50 ans, mettez les pieds dans la neige pendant 3 heures, elle râle pas, et elle va rentrer, elle va être malade pendant 3-4 jours. D'accord? Et la montagne, c'est pareil, elle va contenir son émotion. Et puis vous la prenez la personne à 80 ans, vous lui mettez les pieds dans la neige pendant 3 heures, la personne va mourir. La montagne, c'est pareil, elle va s'écrouler. Et finalement, tout le problème que nous, on se pose,
c'est l'observation. Notre fenêtre d'observation est extrêmement courte. On a, comme je vous disais tout à l'heure, 400, 600 ans d'observation, et même à l'heure actuelle, les scientifiques ont 50 ans, même pas un siècle d'observation. Et à quel moment on est situé sur cette courbe-là? Est-ce qu'on en est là, 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 là? On est incapable à l'heure actuelle, sauf faire des études extrêmement précises et complexes, qu'on essaye de faire par des moyens, des technologies qui permettent, par des corrélations, d'identifier les zones qui sont les plus actives. On parle aussi de l'imagerie INSAR, permet aussi d'avoir des informations comme ça. Où est-ce qu'on en est dans cette échelle de temps et comment l'appréhender? Alors dedans, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle les facteurs de prédisposition, on va avoir les facteurs de préparation et les facteurs déclenchants. Alors, la terminologie est très importante parce qu'en expertise, on utilise le terme de déterminant. La première expertise que j'ai faite, on m'a dit, est-ce que c'est déterminant? Je ne sais pas ce que ça veut dire, déterminant. C'est déclenchant. Oui, mais est-ce que c'est déterminant? C'est extrêmement complexe de se positionner déterminant, déclenchant, aggravant, subconséquent, enfin je sais pas. La terminologie, la sémantique, alors après j'ai utilisé cette sémantique-là à mon profit, donc, pour expliquer les choses de manière judiciaire, mais scientifiquement parlant, on ne parlera pas d'éléments déterminants. Parce qu'on ne se place pas dans une détermination de cause à effet, on se place dans une association de plein d'éléments qui vont rentrer petit à petit dans un système et le perturber jusqu'à atteindre son stade paroxysmal. Alors, maintenant la deuxième partie va porter sur le rôle des forçages climatiques dans le contrôle des mouvements de terrain. Alors, le forçage climatique est-elle une variable déterminante? D'accord? Alors, les mouvements de terrain, on a le fluage, ça vous ne le voyez pas souvent, hein, je pense. On a le gonflement, la rétraction, dont je vais faire vraiment un volet qu'au-dessus tout à l'heure. On a les affaissements, les effondrements, les chutes, les écroulements, les basculements, les glissements de terrain, il y en a plein. Alors, pour parler un peu des chutes, des écroulements et des basculements, j'ai quelques photos qui illustrent ce type de phénomène. Donc évidemment, la taille, toujours une importance fondamentale. Là, on a le mont Granier. Je ne sais pas si vous connaissez le mont Granier, hein, c'est pas très loin de Grenoble. Historiquement parlant, c'est l'une des plus grandes catastrophes en France de mouvement de terrain. C'est en 1248. Il y a une partie du mont Granier qui s'est écroulée, d'accord, et qui aurait généré, d'après les textes, le peu de textes qu'on a retrouvé, c'était avant l'imprimerie, hein, ça se serait étalé sur 8 km de long. Imaginez, hein, 8 km de long avec les habitations qu'il y a actuellement, et il y aurait eu 8000 morts à l'époque. Donc si on ramène ça à la population actuelle, ce genre de catastrophe, c'est pas évident à appréhender. Donc là, c'est une photographie qui a été prise. Je pense que c'était un événement qui a été forcé de faire tomber un élément rocheux qui était instable. Après, on a le cas de la pauvre petite maison qui va recevoir un bloc dessus. Donc elle a de la chance, la maison n'a rien eu. Il aurait pu en avoir une à cet endroit-là. Et là, un bloc qui va tomber sur des maisons. Alors, qui est responsable? Qui est responsable de ça? C'est pas... Voilà, si ça tombe, c'est qui est responsable? Alors c'est l'État, mais au bout d'un moment, l'État, d'ailleurs, il se désengage de plus en plus. Hein. Moi, je le vois aussi dans les expertises, maintenant, l'État se désengage énormément. Est-ce que c'est l'homme? Et pourquoi? Est-ce que c'est la nature? C'est des questions auxquelles on va tenter de répondre aussi. Alors, les basculements rocheux, donc là, j'ai pris quelques exemples. Nice, Monaco, en 2019, novembre, décembre 2019, Catnat. Un œil attentif dirait, ah oui, on a eu des chutes. Alors, qui est responsable là? Alors, qui pourrait être responsable? Est-ce que c'est l'événement pluvieux Catnat ou est-ce que c'est autre chose? Moi, quand j'ai eu cette photo-là, quand j'ai récupéré, au premier abord, j'ai dit oui, c'est la pluie. Puis après, je me suis aperçu que finalement, on avait des sortes de GBA qui étaient posés, mais ils étaient posés avant, ils ont été déformés. Donc finalement, il y avait des travaux qui étaient faits à ce moment-là. Donc, tout est une question de point de vue et, entre guillemets, d'appréhension des informations qu'on va recevoir en regardant le terrain et en s'imprégnant de ce qui s'est passé avant. Bon, là, c'est sur Arras, c'est des blocs rocheux qui bougent depuis 100 000 ans. Ça fait 100 000 ans qu'ils se détachent, puis un jour, ils vont tomber. Alors là aussi, la question, qu'est-ce qui va être déterminant, déclenchant? Là, c'est à Dieppe, là, j'ai pris ça aussi, c'est un événement, on travaille aussi sur les problématiques de falaise. Alors, d'autres exemples, alors, parmi tous ces 4 exemples que vous avez là, il y en a un seul qui est d'origine naturelle, et les 3 autres sont d'origine anthropique. Hein. Alors là aussi, ce sont des photos que j'ai récupérées sur le blog de David Petley. Hein. C'est à Taïwan, c'est un glissement de terrain qui a embarqué une autoroute, ça c'est d'origine anthropique. Le seul qui est d'origine naturelle, c'est là-haut, c'est toujours au Canada. Hein. On a la rivière qui va éroder en pied, il n'y a personne qui habite, donc finalement c'est quelque chose de naturel qui va intervenir. Là on a des maisons, on a des routes. Finalement, c'est vrai qu'il y a très peu de morts dans les glissements de terrain, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop, mais ça a plus des conséquences en termes de dégâts financiers, parce que refaire une route,
voyez, refaire la vallée de la Roya, 1,7 milliard, il faut des ponts, des ouvrages, des routes, c'est coûteux. Et puis, est-ce qu'on peut les refaire? Est-ce qu'on peut refaire une route ici? Ici, oui, mais il y a des endroits, c'est très compliqué. Alors là, je vais vous présenter ce que j'appelle mon petit bébé, entre guillemets. Ça fait, j'en ai hérité moi aussi, hein, quand je suis arrivé dans mon laboratoire. On m'a dit, hop, tu vas t'occuper de ce glissement-là. Hein, ça fait depuis toujours qu'on s'en occupe, donc tu vas t'en occuper, vous allez peut-être le reconnaître. C'est le glissement de la Clapière. Ça, c'est les photos qui montrent depuis que ça évolue, depuis un certain nombre d'années. Vous le voyez, qui se dégrade, qui se dégrade. Et finalement, ce glissement-là, on a l'impression, quand on regarde les photos et quand on s'intéresse un petit peu à l'historicité de ce glissement, qu'il est là depuis pas très longtemps. Et en réalité, en l'étudiant, alors, je reviens en arrière, excusez-moi, en l'étudiant, avec d'autres méthodes, des méthodes de datation, alors des méthodes de datation au cosmonucléide, c'est une méthode qui permet d'utiliser le bombardement des muons qui vont arriver sur Terre et de dater ce qu'on appelle les géochronomètres. Eh bien, on a pu regarder toutes les crevasses qui existaient sur ce versant et de montrer que ce versant évoluait depuis 11 000 ans. 11 000 ans, c'est la fin de la glaciation. Et depuis 11 000 ans, ce glissement a évolué lentement, avec, ça c'est la déformation, en millimètres par an. On voyait déjà ça bouge en permanence, et ça c'est le temps jusqu'à l'actuel. Et il s'est évolué, et puis il y a 4200 ans, est intervenu un phénomène, un changement climatique majeur, qu'on va retrouver dans toutes les Alpes. Donc on est vraiment en plein milieu de l'Holocène. L'Holocène c'est la période qui en concerne depuis 10 000 ans. Et on a eu ce qu'on appelle le premier état de slope failure, c'est-à-dire le premier état d'avancement de cisaillement. C'est-à-dire que là, c'est comme pour tout, c'est même comme pour vos maisons, quand vous allez étudier sur les sécheresses. Je reviens dessus parce que je sais que c'est important pour vous. Hein. À un moment donné, le continuum structurel de la maison va être rompu. C'est-à-dire que les premières fissures vont apparaître et tout d'un coup, la maison ne pourra plus jamais supporter les mêmes variations de variations hydriques, etc. Et dès qu'on atteint ce qu'on appelle le continuum structurel d'un édifice, il est cassé pour toujours. On ne peut plus revenir en arrière. Et là, il va avoir un autre comportement. Son comportement va être différent. Et on va après atteindre un paroxysme. Alors le paroxysme, finalement, c'est la cause de l'homme. Parce qu'à la fin du 19e siècle, comme c'est la révolution industrielle, on a eu besoin de faire du charbon. Et pour faire du charbon, il fallait couper les forêts. Et en coupant toutes les forêts, on a exposé les terrains à l'érosion, au ruissellement et à la baisse de l'évapotranspiration. Donc ça a amorcé un phénomène irréversible avec des accélérations. Cet événement 4.2, je reviens dessus, ça a été un peu le cœur de mon travail de recherche depuis un certain nombre d'années, parce que j'ai beaucoup travaillé dans ma région, parce que c'est intéressant. Hein, quand je suis arrivé au CNRS, on m'a dit « Ah, il faut que tu ailles en Nouvelle-Zélande, il faut que tu ailles en Amérique du Sud, il faut que tu ailles au Groenland, voilà. Va partout dans le monde entier, parce que c'est important d'aller voir le monde. » Et puis, depuis ma terrasse, je regardais en rentrant chez moi, je dis « Mais quand même, ma montagne, elle est quand même bien, elle n'est pas en bon état. » Puis je commençais à m'intéresser à cette montagne-là, et puis je me suis aperçu que finalement, il y avait énormément de grands mouvements de terrain, très très anciens. Et je me suis intéressé à leur étude, avec j'ai eu plusieurs étudiants en thèse qui ont travaillé avec moi là-dessus. Et tous les points rouges, quasiment, ce sont tous des glissements de terrain qu'on a datés. Alors c'est sûr qu'on ne les voit pas, hein. Ils ne bougent pas en ce moment. Des gens habitent dessus. Je crois bien qu'on a estimé à 90 000 personnes dans les Alpes-Maritimes qui vivent sur des glissements de terrain fossiles, capables de se réactiver très rapidement. 90 000 personnes. Alors les élus n'aiment pas trop quand on vient les voir. Mais là, on a à peu près 120-150 glissements de terrain identifiés. Tous, quasiment tous, ont eu un paroxysme il y a 4200 ans. Alors la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé il y a 4200 ans? C'est impressionnant. Il y a 4200 ans, là je fais un zoom. Alors après, on a un autre glissement gigantesque, mais là, lui, il y a plusieurs millions d'années. Hein. C'est ce qui explique pourquoi le Var, vous voyez, il est comme ça. Puis tout d'un coup, il fait une virgulation. Je me suis toujours posé la question, on m'a dit, oh, t'inquiète pas, c'est une butte qui est là depuis toujours. Puis avec les outils plus modernes, on a été étudié un peu plus finement dedans, et puis on s'est aperçu que c'était un glissement de terrain gigantesque. Voilà, donc, bon, je passe, c'est une autre époque, c'est un autre temps. Donc vous pouvez voir que voilà, les points en rouge sont des glissements de terrain, et dessus habitent des dizaines de milliers de personnes. Donc tout ça, ça s'est déclenché à 4200 ans. Alors je reste sur le futur juste après, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu à 4200 ans? Ça, c'est une photo de la tempête Alex. Ça, c'est une photo d'un cyclone. Est-ce qu'on a eu un cyclone? Parce que c'est pas évident de retourner il y a 4200 ans. On a simplement des lacs, des dépôts sédimentaires. C'est quoi un événement majeur? Est-ce qu'un événement majeur, est-ce qu'on en a déjà vécu, nous, des événements majeurs dans notre vie début du XXIe siècle?
un événement majeur, ça c'est la tempête Alex, d'accord? Ça c'est les photos 2 jours après la tempête Alex. La tempête Alex, on le considère comme un événement majeur. Est-ce que c'est un signe noir? C'est une question qu'on se pose, nous scientifiques, on a tout un groupe de travail, une quarantaine de chercheurs en ce moment à travailler dessus. Hein. Ça c'est Saint-Martin de Vésubie, ça c'est avant. C'est impressionnant, on a les stades, on a les cours de tennis, on a les... Enfin, et regardez, juste une pluie, une petite pluie. J'ai une petite pluie, parce qu'il est tombé, on va dire, 600 mm d'eau par là-bas, jusqu'à 800 à certains endroits de pente. Hein. En 1926, il est tombé 2500 mm d'eau. Dans les années d'avant, on peut avoir des cumuls de plusieurs milliers de millimètres d'eau. Regardez ce que ça a créé. 1,7 milliard d'euros de dégâts. Je ne sais plus combien de morts il y a eu. 40 ou 50. Enfin, bon, j'ai pas idée. Hein. Je m'en souviens plus. Enfin, ça, c'est quelques photos que j'ai prises il y a quelques semaines. Voilà, c'est complètement dévasté. Alors pour les gens, c'est un événement majeur. Pour vous, c'est un événement majeur. C'est un événement totalement incontrôlable, non assurable. Je ne sais pas comment vous allez vous gérer ça. Les maisons, elles n'ont pas 10 ans. Hein. Les maisons, elles ont un siècle. Elles ont parfois 200 ans. Elles sont là depuis toujours. Voilà, c'est ce que les gens me disent tout le temps. C'est là depuis toujours. Mais je vais vous montrer ce que ça a fait, cet événement majeur. C'est les 2 petits points jaunes. Voilà. L'événement majeur, Alex, c'est 2 petits points jaunes. Moi, j'en ai 120 reconnus. J'imagine qu'il y en a encore le double. Il y a 4800 ans. 4200 ans. Donc, voilà. La relation mouvement-terrain, changement climatique, elle est très complexe. Hein, je reviens dessus parce que c'est quand même impressionnant. On a une tempête qui est monstrueuse, on a des glissements de terrain de partout, ça casse de partout, pour tout le monde c'est un traumatisme, et pourtant ça a généré que 2, alors c'est mes gros glissements de terrain, hein. Je ne vous parle pas de tous les petits, parce que les petits on les a pas identifiés, c'est pas qu'ils nous intéressent pas, mais c'est le CEREMA, c'est le CT, c'est le BRGM qui s'occupe de ces trucs-là. Nous on nous demande de nous intéresser aux gros événements. Mais voilà, c'est simplement 2 petits points dans l'immensité des points rouges. Alors, voilà, on en est là, c'est-à-dire que où est-ce qu'on en est de l'étape pseudo-stable à l'étape pseudo-stable 1 vers 2? Qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe naturelle? Eh bien, les forçages climatiques, finalement, ce sont des changements d'apport en intensité et en fréquence qui sont contrôlés bien, par les climats, les saisons et les climats. Et là, ben, je vais faire un point sur justement ces changements climatiques. Alors, excusez-moi. Alors, les changements climatiques, passé et futur. Bon, j'ai un petit peu parlé du passé, donc je ne vais pas m'étendre trop dessus. Mais qu'est-ce que c'est qu'un forçage climatique en termes de variables déterminantes? Comment définir pour nous? Je vous ai montré par un exemple sur une région. On peut faire ça partout, dans toutes les autres régions. Ça peut être dans le nord de la France, ça peut être dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, j'ai travaillé un peu dans les Pyrénées aussi. Je sais qu'à Bordeaux, il y a eu un séisme en 648. On en a parlé. Enfin voilà, on a des choses, des crises du passé. Comment regarder les archives du passé? C'est important aussi. Je suis aussi là pour un peu pas me justifier dans mon travail, mais en comprenant les archives du passé, on arrive à appréhender les fenêtres du présent et de l'avenir. Parce qu'on a des récurrences, les choses se répètent les unes après les autres. Nos fenêtres d'observation sont non représentatives des crises du passé, d'accord? Il y a eu des événements, et grâce aux historiens, on arrive à retrouver les traces de ces événements-là. Hein, il y a des tsunamis qui ont traversé l'Atlantique, il y a des mythes, comme le mythe de l'Atlantide, qui s'effondre. C'est un immense glissement de terrain, peut-être dans les Canaries, il y a eu des hypothèses là-dessus, qui auraient emporté une grande partie des terres et des constructions. Il y a Santorin, on a très très peu d'archives, il n'y a que certaines civilisations qui ont figé ces cataclysmes, qui peuvent nous renseigner dessus. On a très peu de données quantifiables, qualifiables, quantifiables, représentatives. On a juste quelques marqueurs. Voilà, là, je vous ai mis une frise chronologique du temps. 4,5 milliards d'années. Alors, je peux vous dire que la fenêtre d'observation pour nous, je crois même que c'est le pixel qui est ici. Le tout petit pixel qui est là, et encore, je pense pas. Donc, on ne sait rien de ce qui s'est passé avant. Voilà. On sait quasiment rien, et puis même ce qu'on observe. Mais tant mieux, ça nous laisse découvrir énormément de choses. Pour continuer dans cette imprégnation de ce qui peut se passer par rapport au changement climatique, je vous ai mis 2 courbes. En bas, vous avez la courbe des températures au cours des 400 milliers d'années qui précèdent notre ère. Et on voit que vraiment, cette courbe de température varie
bon, ben voilà, elle va varier. Vous avez moins 8 plus 4 degrés, donc elle va varier sur 12 degrés. On ne va pas rentrer dans le détail. Hein. Et ça, c'est une courbe que j'aime bien montrer. On en a plusieurs, hein, vous les trouvez sur Internet hein, facilement. C'est le niveau d'altitude du niveau marin. Alors actuellement, on est au niveau 0, puis on voit que le niveau marin a fluctué. Il y a 10 000 ans, on était à moins 110 mètres. C'est-à-dire que ça bouge beaucoup. Le niveau marin évolue énormément. Donc, c'est difficile de faire aussi appréhender aux gens que aussi, ces variations de niveau marin futures vont nous impacter parce qu'on a eu avant des très très grandes variations. Et on voit bien que ces variations-là sont tellement importantes à l'échelle de l'humain par rapport à ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle, qu'on a vraiment du mal à faire des préventions par rapport aux années à venir. Alors, par rapport au climat futur et au climat présent, donc, les mouvements de terrain sont doublement contrôlés par les facteurs propres et intrinsèques au système géologique. Et c'est ça l'unité de base qui va être utilisée par les commissions interministérielles pour définir si oui ou non on a une catastrophe naturelle. Et elles utilisent deux critères. Tout d'abord, les critères propres et intrinsèques, c'est-à-dire, je vous montrerai tout à l'heure un diagramme, mais ils utilisent le rapport entre la surface identifiée par le BRGM en termes de potentialité de retrait-gonflement par rapport à la surface de la commune. Si c'est supérieur à 3%, eh bien, c'est un facteur positif. Si ce n'est pas supérieur à 3%, c'est négatif. Et le deuxième facteur, c'est le facteur climatique. Tout ça, ça passe dans une moulinette, d'accord ? Facteur géotechnique, facteur géologique, et reconnaissance ou non de catastrophes naturelles. Alors ça, c'est une carte de la pluviométrie sur l'événement du mois de novembre. Hein, donc ce sont des données comme celle-là qu'on va trouver. Et donc, ces données climatiques, eh bien, pour se projeter dans l'avenir, il faut essayer de les intégrer. Donc il y a des groupes, un groupe de travail international. Hein. Mais en France, on a Météo France. Moi, je travaille avec quelques personnes de Météo France, comme Samuel Soumeau, par exemple, dans le cadre de différents projets. Et voici deux courbes que j'ai récupérées dans le rapport, hein, qui est sur Internet disponible pour tout le monde. C'est un peu pour vous montrer. Parce qu'entre ce que tous les gens disent, fantasment, et la réalité, alors déjà la réalité, on ne sait pas ce que l'avenir sera. Mais on peut quand même faire des projections qui sont assez robustes. Ça, ce sont les périodes du temps zéro jusqu'à l'actuel, de ce qu'on a pu observer en termes d'évolution du climat. Alors, il n'y avait pas de thermomètre hein, en l'an zéro. Hein. C'est des reconstructions. Hein. Les thermomètres, on les a depuis pas très très longtemps. Donc finalement, moi, j'ai des livres anciens chez moi. Quand on regarde ces livres-là, il y a très peu de livres qui parlent des températures. On a parfois quelques points. Donc finalement, ces chroniques sur lesquelles on se base sont extrêmement courtes. Hein. Et ça, c'est des projections par rapport à une chronique, une fenêtre d'observation réelle de 1850 à nos jours, de ce qu'on aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu l'homme. Donc ça, c'est modélisé simplement avec les éléments naturels solaires et volcaniques. Donc on aurait dû être là. Ça, c'est modélisé avec les humains et l'actuel, et ce qui est observé. Donc c'est une réalité. Hein. La Terre n'est pas plate, d'accord, déjà aussi, et il y a un réchauffement climatique qui est induit par l'homme, c'est une évidence. Alors moi, je ne suis pas du tout climatologue, mais je lis. Donc, ce que je lis par des collègues scientifiques, je porte du crédit. Hein, donc, voilà. Mais ils nous disent la chose suivante, c'est là où ça va m'intéresser, moi, en tant que spécialiste des mouvements de terrain, que dans les années à venir, alors ça, c'est deux petites synthèses extrêmement intéressantes. Pour ce qui est des précipitations, dans les années à venir, selon les scénarios que l'on va avoir, ça, c'est un événement majeur pluviométrique tous les 10 ans. C'est la référence, donc on base sur une référence statistique d'un événement majeur tous les 10 ans. C'est ce qu'on avait avant. Bien, dans les années à venir, avec ces réchauffements climatiques, et encore plus, moi, dans la région méditerranéenne, quoique dans le nord, vous allez morfler, mais pour d'autres choses. Alors le nord, c'est au-dessus d'Avignon, hein, évidemment. On va avoir 2,7 fois plus, statistiquement, d'événements majeurs. C'est les stats. Alors les stats, on peut tout et rien dire avec les stats, hein. Mais c'est vrai qu'on observe qu'il y a des événements pluvieux de plus en plus intenses. Mais là-dessus, ça serait simple de dire ça. Ça serait simple. Mais en réalité, ce qu'on remarque, c'est notre vulnérabilité. On est tous de plus en plus vulnérables. Notre vulnérabilité nous fait observer de plus près encore cette accélération. Donc on a l'impression qu'il y a une accélération, mais elle est lente. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, regardez, la courbe de température, elle descend. Il y a des endroits, il fait froid cet hiver. Oui, voilà. L'autre diagramme, enfin l'autre tableau, c'est les sécheresses. Ce qui vous intéresse un peu plus,
Les sécheresses dites agricoles, alors il y a plein de sécheresses, les sécheresses géotechniques, agricoles, les sécheresses, voilà, il y a plein qui se décomposent et se déclinent. Mais là c'est pire, parce que pour une sécheresse une fois tous les 10 ans, dans les années à venir, selon les scénarios, c'est 1,5 degré, 2 degrés, 4 degrés. Hein, c'est dû à l'énergie que va recevoir la Terre et le réchauffement global. On pourrait avoir 4 fois plus de phénomènes de sécheresse. Voilà. Et c'est énorme pour vous. Je pense que c'est énorme parce que... Et puis vous allez voir, ça va être pire parce qu'il n'y a pas que les sécheresses qui rentrent en jeu. Il y a l'ancienneté des maisons. Il y a la profondeur d'influence des sécheresses. Alors ça, je les ai tirés d'un rapport climat au 6 septembre 2021. Il y a beaucoup de documents publics en ce moment qu'on peut trouver sur Internet qui permettent de décrypter un petit peu toutes ces informations. Ça, c'est les vagues de froid. Pour vous montrer simplement que les vagues de froid, il y en a de moins en moins. Moins de vagues de froid, donc déjà moins de gel, moins de stations aussi de ski. Moi, je fais pas de ski, mais bon. Ça, c'est des vagues de chaleur. Alors, les vagues de chaleur, il y en a de plus en plus. C'est un fait. Elles sont de plus en plus fortes. Alors, c'est vrai que 2003 a quand même été extrêmement fort, mais 2019, 2 fois 2019 d'ailleurs, j'ai trouvé, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, je ne me suis pas posé la question. Des durées de sécheresse de plus en plus importantes, d'accord, et des déficits hydriques aussi. Ça, ce sont des déficits hydriques, diminution de la pluie par endroit, augmentation de la pluie à d'autres endroits. À l'ailleurs, on pourrait se dire, ça peut être acceptable, mais est-ce que ça va l'être ou non? Alors ça, c'est d'autres diagrammes qui montrent l'évolution du temps, des cycles d'humidité dans le sol, parce que là encore, se pose le problème de à quel moment on va observer. Souvent, lorsque vous faites des expertises, vous avez une fenêtre d'observation qui est très très courte. Donc le sol, il est très humide, évidemment en hiver par rapport à l'été, mais finalement, ce n'est pas l'été le plus gros problème. Finalement, le plus gros problème, c'est en septembre et en octobre. Et là, je vous ai représenté un graphique qui représente finalement ce qu'on appelle le centre d'inertie d'un système sol, composé de température, de précipitation, d'humidité, de tous les paramètres qui composent le sol, dans quel état il est. Et lorsqu'on approche de cette zone-là, ça veut dire qu'il est extrêmement sec et extrêmement fragile par rapport à l'aléa sécheresse. Et donc, il va évoluer au cours de ces cycles. Et ce que nous, on observe, c'est cette translation de ce cercle-là au-delà de cette courbe-là. Alors, pour les années à venir... Ah bien, micro. Pardon. Pour les années à venir, j'ai récupéré ça sur un site de... Alors, la prochaine pandémie, pour l'ONU, c'est les sécheresses. Le Covid-19, c'est fini. Enfin, bientôt. La prochaine pandémie, ce sont les sécheresses. Là, vous avez simplement une image qui illustre, je pense pour l'épisode le plus grave, c'est plus 4 degrés, l'augmentation du nombre de jours consécutifs de sécheresse que l'on va avoir pour, finalement, les projections climatiques les moyennement pires. Enfin, les réalistes, quoi. Il ne faut pas se voiler la face. Aussi, la Terre a une capacité aussi de changement énorme. Pour peu que le Gulf Stream, d'ailleurs on le voit bien, finalement, ce qu'on a, c'est l'image du Gulf Stream qui remonte. Pour peu que le Gulf Stream s'arrête de bouger, d'ailleurs en ce moment il n'est pas très bien, je ne sais pas si vous avez vu le film 2012, mais bon, ça pourrait être un scénario intéressant, on n'aurait plus de réchauffement, on se retrouvait dans une ère totalement froide et glaciaire, enfin je ne dirais pas glaciaire, j'exagère un peu, mais voilà. Alors j'ai un monsieur qui me disait, oui monsieur, là ici en Afrique, il ne va pas pleuvoir, non il ne va pas pleuvoir, il n'y aura pas de changement, ce sera toujours aussi sec, finalement leur climat, on va avoir une migration du climat aussi vers l'Europe. Donc ça nous dit qu'il va falloir nous adapter parce qu'on ne va pas lutter contre, on ne peut pas lutter contre des choses sur lesquelles on n'a aucune emprise. Tout ce qui est le géoterrorisme, je pense aux Américains qui essaient de contrôler le climat par des méthodes, ils essayent de faire l'inférence sur le climat. Il y en a qui veulent déclencher les éruptions volcaniques. Vous vous rendez compte un petit peu, on joue aux apprentis sorciers. On s'amuse à déclencher les éruptions volcaniques parce que les éruptions volcaniques vont provoquer des cendres dans l'atmosphère. Les cendres dans l'atmosphère vont arrêter le réchauffement, mais ça va être pire. Faut surtout, c'est pas notre sort à nous, mais ça serait intéressant de se poser la question de l'utilité ou non. Le géoterrorisme, c'est encore autre chose, et ça fonctionne, je pense, assez bien. Donc cette relation sécheresse, voilà, c'est la deuxième partie de mon exposé. Par rapport à votre problématique, à la mienne aussi. La sécheresse, c'est quoi? C'est pour un sol argileux, on a un phénomène par la succion de retrait
de l'argile et par un phénomène de gonflement, d'apport d'eau, de gonflement. C'est dû aux propriétés intrinsèques de l'argile. Il y a plein d'argiles qui existent. Pour vous donner un exemple, une argile non gonflante, qu'on appelle la kaolinite, vous prenez 1 gramme de kaolinite, vous pouvez l'étaler sur 16 mètres carrés. 1 gramme de kaolinite peut capter 16 mètres carrés de molécules d'eau. Prenez 1 gramme de montmorillonite ou de smectite, c'est les argiles gonflantes, vous pouvez l'étaler sur 800 mètres carrés. C'est-à-dire que la même quantité d'argile peut s'étaler sur 50 fois plus. Et donc ça fait prendre conscience que finalement ces argiles-là ont une capacité de rétention d'eau gigantesque et qu'en règle générale, eh bien, elles sont saturées en eau. Et quand on a une sécheresse, le temps que l'eau diminue, ça prend du temps, et si la sécheresse est très longue, eh bien, ça peut, à l'heure actuelle, on voit que les zones d'influence, on a parfois des pics mesurés à 2,8 mètres. C'est énorme. Vous allez voir, ça ne va pas s'arranger. Donc, le changement de l'état hydrique en profondeur, c'est dangereux cet endroit. Ou alors je me mets comme ça, avec des talonnettes. Bon. Il y a plusieurs études qui montrent que cette influence va se situer entre 1,5 et 2,8 mètres de profondeur. Donc c'est beaucoup. Je reviendrai sur l'état du bâti. Je remonte. Alors bien évidemment, ça c'est des données qui viennent du BRGM. Ça vient d'un projet qui a été dirigé par le CEREMA. Alors on est plusieurs scientifiques, je ne vais pas défleurer la dernière partie, mais on est plusieurs groupes de laboratoires à se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça. Et donc, je vous parlerai du projet de lequel j'ai tiré cette slide-là après. Là, vous avez 3 cartes de la France. Et ces 3 cartes de la France donnent 3 informations totalement différentes et 3 informations exactement pareilles. Là, vous avez la carte géologique. La carte géologique, elle n'a pas bougé depuis des millions d'années, presque. Cette carte géologique nous montre la structuration de la France en termes géologiques. C'est assez important parce que au-dessus, vous avez la carte du niveau d'aléa retrait-gonflement. Et puis là-bas, vous avez le nombre de reconnaissances CatNat sécheresse entre 88 et 2015. Quand on regarde la couleur des points qui sont là-bas rouges, le jaune ici et le rouge là, on se dit « Ah, c'est marrant, c'est exactement, il y a une corrélation positive entre les deux. » Bon, c'est logique, vous allez me dire, mais ça montre quand même que l'élément qui contrôle avant toute chose la sécheresse, c'est la géologie des roches qui sont dessous. Donc les 2 grands bassins sédimentaires français, qu'est le bassin parisien et qu'est le bassin d'Aquitaine, ce sont essentiellement dans ces zones sédimentaires qu'on va retrouver le maximum de ces argiles gonflantes. D'accord ? Là on le voit ici, toutes ces zones-là. Et c'est là où vous avez, j'imagine, le plus de dossiers sécheresse qui posent des problèmes et qui poseront des problèmes. Ça c'est une photo de 76, la sécheresse de 76, qui a été vraiment une calamité. Voilà. Donc, si on se projette dans les années à venir, là c'est une autre illustration sur les différents scénarios, eh bien, voilà, c'est les vagues de chaleur, de sécheresse. Honnêtement, ces zones-là, bon, là, le centre de l'océan, c'est pas grave, mais ces zones-là, ici énormément, là, bon, on n'est pas là pour faire une présentation sur l'international, mais dans ces zones-là où on a justement le contrôle de El Niño, El Niña, etc., c'est des endroits qui vont souffrir beaucoup plus que nous, parce qu'on n'a pas les mêmes modalités de résilience sur nos territoires. Mais en Europe, je pense qu'on va être les premiers à être impactés par ces problèmes-là. La carte qui est juste à droite, c'est 2020. Alors, sécheresse record. Moi, je ne l'ai pas vu, la sécheresse record. Dans les Alpes-Maritimes, on n'a rien senti, mais ça va dans le reste de la France, on ne va pas se focaliser. Tout l'est de la France a été impacté énormément par cette sécheresse-là. Et si on revient légèrement en arrière, la carte d'aléas, dans le nord-est, il n'y a pas beaucoup d'aléas sécheresse. Ça montre quoi, ça? Ça montre que les sécheresses peuvent impacter aussi des endroits où on n'est pas habitué à avoir des sécheresses. Donc ça veut dire qu'on va avoir l'émergence de nouveaux territoires peu ou très peu impactés actuellement par les sécheresses. Ça, c'est un point intéressant, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ça. D'autre part, il y a 2 publications à l'heure actuelle qui sont sorties qui disent que l'approfondissement du sol lié à l'impact des sécheresses pourra atteindre 4 à 5 mètres de profondeur. Alors que toutes les modalités de construction, là, c'est toute la structure béton qui pourra faire tenir la maison ou non. Si vous avez une lentille d'argile à droite et pas à gauche, vous êtes sûr que la maison va basculer. Peut-être pas rompre, mais basculer. Donc, le changement climatique qu'on va avoir dans les années à venir, en termes de sécheresse, va être
va vraiment redistribuer toutes les cartes. Donc je ne sais pas comment vous allez gérer ça, vous, dans vos structures à vous, mais ça va être très compliqué. Si vous avez 1000 personnes qui frappent à votre agence en disant, écoutez, vous êtes gentil, mais bon, moi j'ai construit comme il faut, j'ai bien fait ce qu'il me fallait, et puis finalement ma maison se fissure et tout se déglingue, comment on va gérer? C'est pas l'État qui va s'occuper de ça, c'est le domaine du privé. Hein. Et le domaine du privé d'autant plus que quand on regarde le parc résidentiel des familles françaises de logements, tout confondu, logement collectif ou logement individuel, on a 66% du parc français qui est antérieur à 74. Les normes, on a commencé à les mettre en place en 90. Donc je ne m'y connais pas en construction, mais je pense que 80% du parc français, c'est avant 90. Avant qu'on fasse des constructions qui soient aptes à supporter. Alors c'est sûr qu'à Paris, ça ne bouge pas trop, à part les effondrements dus à des carrières, mais donc on ne s'intéresse pas trop à ça. Enfin, bon, bref. Donc ça risque d'être problématique. Là-bas, c'est le diagramme issu d'un rapport dans lequel d'un projet avec le BRGM qui explique très bien comment fonctionne la reconnaissance CatNat. Je voulais vous montrer, enfin je pense que vous connaissez, mais c'est toujours intéressant de le savoir. C'est les facteurs de prédisposition géologique qui sont les critères utilisés par la commission. Vous avez la commission interministérielle qui reçoit les demandes. Les demandes sont évaluées par des facteurs de prédisposition géologique et des facteurs météorologiques, excusez-moi, avec des critères de calcul qui sont liés aux crises, aux critères hivernales, printaniers, estivales, etc. Et là, ce qui est le plus important, c'est la surface liée au retrait gonflement des argiles, hein, le RGA avéré, qui doit être supérieur à 3%. Ici, vous avez la carte du taux de non-reconnaissance. D'accord? 100% non-reconnaissance dans les endroits. C'est grave, parce que c'est une fatalité, c'est une réalité. Il y a plein de communes qui ne sont pas reconnues. Je ne sais pas comment vous faites, mais à un moment donné, il faut prendre peut-être la place, entre guillemets, de l'État et d'accompagner les gens en proposant des solutions de prévention. C'est vrai que le terme de prévention, finalement, si on doit tout le temps attendre que quelqu'un fasse pour nous, finalement, on ne se prend pas en main et on doit se prendre en main. Se prendre en main, c'est peut-être aussi accompagner les gens dans des préventions peu coûteuses. Parce que la prévention, grâce à la métrologie qu'on développe, est très peu coûteuse. Maintenant, un smartphone, ça vaut rien du tout. Ben, la métrologie avant, pour instrumenter un site, ce que je vais vous présenter juste après, c'était coûteux. Maintenant, ça devient vraiment beaucoup plus léger. Bon, ça, c'est le cumul des sinistres en millions d'euros, mais vous pouvez changer le M par un petit D à côté, c'est ce que ça coûtera dans les années à venir. Alors, voici la dernière partie de cette présentation. Donc, dans mon équipe de recherche, on travaille sur le développement avec le CNRS de plein de nouvelles générations de capteurs parce qu'on a des besoins. Vous savez que l'État est assez pauvre. Et donc, on essaie de réduire un maximum les coûts. Et dans le cadre du travail de recherche que j'ai effectué, j'encadre des étudiants qui sont en thèse. Donc, on a des projets de recherche, des projets de thèse. Et de temps en temps, on a des projets de recherche avec des partenaires privés. Et depuis plusieurs années, j'ai des bourses CIFRE. Et ces bourses CIFRE m'ont amené à m'intéresser aux problèmes que rencontrait finalement le domaine privé, le domaine industriel, et pas le domaine, entre guillemets, étatique, voilà, le domaine de la recherche pure et dure. Et donc, avec cet intérêt qu'on a porté aux problématiques qu'on pouvait aussi rencontrer, on a établi des partenariats où la structure privée et la structure publique vont se mettre ensemble pour répondre à des problèmes du privé et nous faire avancer notre état de connaissance dans le public. Nous, notre état de connaissance, on a besoin d'avancer dans la compréhension de la dynamique de ces systèmes géologiques très complexes, vous avez pu le voir, hein, de développer des nouveaux capteurs, parce que l'idéal, ça serait de pouvoir mettre des capteurs un petit peu partout. Moi, j'ai un projet d'instrumenter une montagne entière. Bah, pour ça, un capteur à 10 000 € pièce, j'en ai 500 à mettre. Bon, c'est pas possible. Excusez-moi. Et donc, notre intérêt, c'est de réduire le coût pour avoir les capteurs haut de gamme, extrêmement sophistiqués, qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et maintenant, eh bien, l'idée, c'est de trouver des solutions pour la gestion des risques au mouvement de terrain. D'accord ? Et c'est en ça qu'avec Union d'experts et avec un certain nombre de personnes que je rencontre, avec qui j'ai des affinités et avec qui maintenant on va pouvoir travailler, eh bien, on a un projet collaboratif entre Union d'experts et le CNRS. Donc moi, mon laboratoire, c'est GeoAzur, donc Union d'experts, le CNRS, c'est l'Université Côte d'Azur qui est ma tutelle, ma première tutelle. Donc, ça, c'est le genre de capteur qu'on peut mettre en place, que nous, on crée nous-mêmes, hein, nous-mêmes au laboratoire. On va développer même nos cartes à puces.
Et donc, ce volet-là, pourquoi, entre guillemets, chercher des solutions pour la gestion des risques mouvements de terrain? Ça, je voulais un peu expliquer précédemment. Il y a deux volets. Un volet auscultation. Ça, c'est un volet qui est quasiment en cours de bouclage, hein, parce que ça, on sait faire très bien. Puis un volet prévention, que je vais vous présenter. Le volet auscultation va permettre de valider les incertitudes. On est toujours dans un état d'incertitude. Hein, on ne peut pas trancher. Le but du jeu, c'est d'arriver à trancher, de dire c'est ça ou c'est pas ça. Systématiquement, on parle, il n'y a pas assez de ferraille, il n'y a pas assez de béton, c'est à 0,4 mètres, c'est à 0,8 mètres. J'ai même vu quelqu'un qui a refusé une 4 mètres, c'est à 0,95 mètres, c'était pas 1 mètre. Bon, voilà, donc pour trancher l'incertitude, il y a un moyen, c'est l'auscultation, et ça va permettre de maîtriser le risque économique. C'est un risque économique important, vu le coût que ça va avoir. La prévention, c'est l'impact sur la réduction des coûts de reconstruction. On va le voir. Donc, l'auscultation, c'est quoi? Tout d'abord, un expert dans un cabinet d'expertise sur 1000 dossiers, d'accord, par une visite de terrain, directe ou indirecte, en évaluant les critères techniques qui sont les vôtres ou ceux qui travaillent dans vos structures, vous allez exclure à peu près 70 à 80% des dossiers. Parce qu'il y a 70 à 80% de dossiers qui sont exclus. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu observer, peut-être que je me trompe, enfin voilà. Mais il y en a un paquet qui sont balayés parce que ça ne va pas, les fissures sont antérieures, elles ont été rebouchées. On voit très bien qu'il y a les arbres qui sont collés contre la maison, voilà. Ce sont vos critères, justifiés ou pas justifiés, c'est pas à moi de le dire. Vous retenez 300 dossiers. Sur les 300 dossiers, il y a toujours une ambiguïté, d'accord? Pour moi, il y a 200 cas qui sont OK, c'est vraiment de la sécheresse, et puis il y a 100 cas où c'est douteux. Et souvent, ces 100 cas, vous allez dire, c'est bon, allez, ça passe. Mais 100 cas fois 80 000 euros, ça fait beaucoup d'argent. Et sur ces 100 cas douteux, eh bien, au-delà de l'analyse détaillée de la géotechnique, ça c'est ce que vous faites, hein, c'est ce que ça va vous coûter, une G1 ou une G5, enfin, vous les nommez comme on veut, mais c'est des G5 souvent, mais vous les appelez G1 par rapport à une responsabilité. Vous allez justement plus ou moins valider tout. Il y en a 200 cas, c'est sûr, on va voir. Mais il y a plein de fois, sur les courbes d'argile, vous voyez, le point, c'est argileux par argileux, on n'est pas sûr. Et si le point est argileux, vous dites, oui, mais là, moi j'ai vu un caillou, c'est pas argileux, voilà. Le seul moyen de lever l'ambiguïté, c'est de faire une observation des déplacements sur une période de 1 an. On ne peut pas faire moins. C'est la période que vous utilisez la plupart du temps, hein, pour exclure les non déterminants. L'exclusion des non déterminants va être radicale. C'est indiscutable. Moi, j'étais souvent sapiteur pour les tas d'expertises où ils me demandaient de mettre ça. Au bout d'un an, on me dit, c'est sécheresse ou ça l'est pas. On peut pas, enfin, c'est pas discutable. Après, on pourrait discuter sur ce que c'est que l'électricité qui transite à travers le courant électrique qui va donner l'information. Mais bon, c'est un autre débat. Ça, c'est un exemple de discrimination de la typologie des mouvements de terrain avec des jauges manuelles, les fameuses jauges sonnées. Alors, en ce moment, il y a quelqu'un qui envoie sur le net, là, sur LinkedIn, machin, qui a révolutionné les jauges. Pour 7 €, il vous met des jauges magnifiques. Bon, on a un peu dépouillé le truc. Bon, c'est des jauges, voilà, c'est des... enfin... Bref, c'est très bien, hein, mais les jauges, si vous avez un glissement de terrain, ça c'est l'information que vous allez obtenir avec 2 mesures par an. Un retrait gonflement, 2 mesures par an, si vous n'avez pas de bol, vous avez ça. Une absence de mouvement, vous aurez ça. Donc, vous allez passer 1 an, parce que vous n'allez pas envoyer un expert 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois par an. Vous n'envoyez jamais un expert 6 fois par an. 1 fois, 2 fois par an, voilà. Moi, je sais, j'ai un sinistre chez moi, l'expert, je l'ai vu 1 fois en 2 ans. D'ailleurs, je ne vais pas le louper la prochaine fois. Enfin, c'est enregistré, je suis désolé. Voilà. Monsieur Jean-Luc Granger, bonjour. Non, mais c'est vrai. Ils attendent que... Bref. Ils attendent que la piscine soit cassée en 2 pour dire que c'est une... Alors que c'est une malfaçon. Bref. 3 mesures par an. 3 mesures par an, un glissement, on va bien le voir. Et là, on va faire une discrimination avec une jauge. 3 mesures par an, si on a de la chance, on va avoir ça. 3 mesures par an, si on n'a pas de mouvement, on va avoir ça. Donc là, voilà. On aura toujours cette incertitude, et finalement, c'est vraiment dangereux ici. Devant un expert qui n'a pas envie de s'embêter, il va dire, il va balayer d'un revers de main, et il va vous mettre en responsabilité, ou non. C'est compliqué. Voici ce que ça donne quand on met une mesure avec un capteur. Finalement, le temps, le coût du capteur, le coût du déplacement par rapport à un capteur qu'on va laisser maintenant avec les technologies actuelles de machine to machine, sur les réseaux, LoRa, enfin tout ça, ça revient quasiment au même prix. Hein. Et là, vous avez vraiment, voilà, vous voyez l'évolution, vous voyez les moments où vous avez des pics de chaleur, ou pas, le moment où ça se déforme, où ça revient à l'équilibre. Pas de mouvement, et puis là, on a un glissement de terrain.
D'accord? Là, on voit, paf, ça glisse. Donc, on a X, Y, Z, on a toutes les dimensions. Bon, bah là, sur le terrain, on le voit. Bon, là, j'ai voulu montrer des courbes qui sont un peu plus fortes. Mais là, on est dans des 10 puissance moins 5 degrés. Hein. Donc, c'est quasiment, on ne le voit pas. À l'œil nu, vous ne le voyez pas. Mais on voit, ça se déforme. Voilà. Donc, tout l'enjeu, c'est de mettre en place ces outils, des outils d'un système de suivi. Donc, pour tout type de mouvement de terrain, hein. On fait de l'alerte aussi. Il y a de l'alerte. Alors, c'est pas moi, CNRS, hein, c'est les outils qui sont développés après par les étudiants qui ont transité par chez nous et qui vont développer ça par eux-mêmes. Et donc, on est juste l'organisme de transition de ces outils-là. Ça peut être des GNSS, donc ça, c'est les capteurs de type micro-GPS, des clinomètres, des piézomètres, des stations météo, des essentiomètres. On fabrique nous-mêmes tous ces systèmes-là. Hein. On a un coordinateur, d'accord. Ce coordinateur va collecter toutes ces métadonnées, donc les métadonnées qui sont liées aussi à la tension des batteries. On regarde l'appareil, s'il mesure bien, s'il ne mesure pas bien, etc. Ces données brutes sont collectées, transmises à, à une sorte d'intelligence, pas artificielle, mais à un ordinateur avec des critères de discrimination qui va donner ou non l'alerte, avec des seuils que vous allez définir. Et vous allez pouvoir avoir à distance, ausculter à distance, tous les objets que vous voulez. Pour ça, il y a une plateforme simplifiée où vous allez en tant qu'opérateur aller voir tel endroit bouge ou non. Alors nous, scientifiques, ça nous intéresse aussi parce qu'on développe des nouvelles gammes d'appareils qu'on va poser et en plus on récupère vos informations, enfin pas les vôtres en particulier, mais les informations qui sont développées par les organismes privés pour nous comprendre la déformation sur les cycles, parce qu'à côté on met la température, puis on regarde la corrélation positive ou négative de la température sur le fractionnement de la maison, sur la déformation des édifices géologiques, etc. Alors ça, c'est quelques exemples d'instruments qu'on a pu poser sur... voilà, c'était les journées aléas gravitaires, ça peut être intéressant, c'est aussi ouvert au grand public. Hein. Ça avait lieu à Nice, moi je l'ai organisé en 2019, ça sera à Montpellier cette année. L'année prochaine, c'est les journées aléas gravitaires, où il y a tous les scientifiques qui travaillent sur les aléas gravitaires qui présentent leurs travaux. Donc c'est 5 journées, il y a des journées techniques, il y a des journées de discussion, de conférences. Voilà, donc je pense que dans la communauté scientifique française, on a à peu près 50, 70 à vraiment travailler sur tout le mouvement de terrain confondu. Et régulièrement, on se rencontre pour comparer nos capteurs. Alors bien évidemment, hein, il y a des appareils qu'on va dévoyer de leur utilisation principale. Mais voilà, donc ça nous permet d'instrumenter et d'identifier ces mouvements. Donc nous, on développe de nouvelles générations. Donc avec l'Union d'Experts, on va travailler de concert. Je pense que le partenariat devrait démarrer au début janvier. Donc on va travailler aussi bien sur les capteurs que sur l'ergonomie des capteurs, sur l'esthétisme, sur la facilité d'utilisation. Hein. On n'est pas là pour mettre des usines à gaz dans les mains de personnes qui n'ont pas vocation à s'embêter à faire Non, le but du jeu, c'est d'avoir des outils fiables, robustes, résistants aux intempéries. Il y a aussi toute la problématique de l'intempérie, parce qu'on a eu énormément de problèmes. C'est sous l'eau, ces appareils-là. Nous, on a travaillé sur des digues qui étaient sous l'eau, avec des cailloux qui tapent, etc. Il faut qu'on puisse mariniser, par exemple, nos capteurs. Donc voilà, il y a plein de développements qui vont être faits en fonction des environnements ou non hostiles. Voilà. Alors, tachyomètre automatique, ça, c'est pas, on ne développe pas ça. Hein. On le dévoie, mais c'est vraiment... ça, c'est les opticiens, c'est très, très compliqué. Voilà. Alors, la partie prévention, qui est la dernière partie, je vais quasiment finir là-dessus. La prévention, pourquoi ? Parce que c'est intéressant de faire une prévention dès qu'on a les premiers signes de désordre. Dès qu'on a des premiers signes de désordre, au lieu d'attendre bêtement que la maison soit cassée en deux, qu'on puisse plus y habiter dedans, on peut, alors pour les sécheresses, on peut prévenir. Prévenir comment ? Alors, c'est une idée qui nous trotte à plusieurs, hein, c'est pas le fait que de mon labo, il y a le CEREMA qui travaille dessus, il y a le BERGEM, l'idée c'est, alors avec plus ou moins de réussite, on va dire, c'est de mettre en place des capteurs hydro, météo, température, succion dans le sol, ça coûte pas très cher, hein, et d'injecter des fluides contrôlés par des niveaux de seuil dans des fondations. Pas besoin de faire des tranchées gigantesques, hein, il suffit de faire des trous à la tarière, pas besoin d'aller à 10 mètres de profondeur. Vous avez ce qu'on appelle des électrovannes qui sont contrôlés essentiellement par des capteurs de succion, des capteurs de température, des capteurs de conductivité, qui vont vous donner le seuil. Alors, nous, on en était à la phase, entre guillemets, conceptuelle dans la tête.
On a essayé nos capteurs, on a 2 sites types, un site Avance, puis un site dans la RPI. On voit que ça fonctionne bien, on n'avait pas maison dessus. Et puis le CIREMA a fait un projet aussi très intéressant de recherche dessus, avec une ANR qui a été financée, et ils ont validé scientifiquement le fait que quand on injecte de l'eau, pendant les phénomènes de sécheresse, les fissures s'arrêtent. Elles ne s'arrêtent pas définies, elles s'arrêtent le temps de la sécheresse. Et pour stabiliser les fissures d'une maison, j'ai lu, en plus ils recyclent l'eau, bon bref, voilà, mais ils utilisent entre 2,8 et 4 mètres cubes d'eau. C'est très très peu pour arrêter les fissures d'une maison. Alors, par contre, ils n'arrivent pas encore à faire l'automatisme, ça c'est, faut avoir du temps, faut avoir, justement c'est ce qu'on va prendre, on va prendre ce temps-là pour développer cet automatisme-là. Mais on peut contrôler finalement l'injection d'eau et on peut réduire la déformation des maisons et des bâtiments de manière sûre. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'eau, ça se retrait. Si vous mettez un petit peu d'eau au bon moment, il n'y a plus de retrait. Ça a l'air bête, mais c'est bête comme chou, mais ça fonctionne très très bien. Il faut simplement le faire au bon moment, au bon endroit. Ça va permettre la résilience des bâtiments, énorme. Enfin, c'est très important, je veux dire. On va réduire les désordres. On va pérenniser à long terme les bâtiments et réduire le coût, surtout le coût, l'intégrité structurelle des maisons. Parce que moi, j'ai beaucoup de dossiers où il faut carrément raser la maison, quoi. Donc, quand vous mettez un billet de 500 000 ou 600 000 euros, si vous avez pu l'éviter avant, je parle d'une maison, mais quand vous en avez 10, 100 000, c'est énorme. Donc, ça fonctionne de cette manière-là. C'est un cycle vertueux. On a une instrumentation d'une maison. On observe par des mesures, avec le système géobalise. On a la sécheresse. Tout d'un coup, on a l'indicateur de seuil. Si on ne fait rien, on a la fissure. Si on fait des injections d'eau par Hydrovan, on maintient les fissures, ou pas, à un niveau d'inexistence. Et là, vous réduisez. Et il n'y aura pas les sécheresses tous les ans. Donc, c'est les systèmes qui sont... On travaille aussi sur la pérennisation. Ce n'est pas un capteur qui va durer 1 an. Le budget, c'est 5 ans, 10 ans. Voilà, c'est un peu les enjeux. Donc, un peu pour conclure, l'idée, c'est de faire une plateforme de suivi entre assurés, assurance et équipe technique, avec un site internet qui permet le suivi en temps réel des mesures. Donc ça, c'est une équipe qui va travailler là-dessus. Voilà. Et voilà, c'est un peu l'idée du projet. On peut en discuter après. C'est un outil qui est indispensable. Ça, je me répète, j'avais retiré la slide, je vais la revenir. En conclusion, en perspective, donc pour terminer sur cette présentation, le paradoxe des aléas, la temporalité des aléas et des risques, c'est qu'on a un gros problème d'intégration du temps géologique dans le temps humain. On a ce qu'on appelle une dysentropie des risques géologiques, c'est pas dans le sens dans le temps humain. On a un rôle des forçages climatiques dans le contrôle des mouvements de terrain, sauf crise sismique. Alors, ça arrive dans des tas d'endroits dans le monde. Hein. Je veux dire, ça, les crises sismiques, il y en a plein, mais nous, ça va, c'est un peu light. Hein. Bien, c'est contrôlé par les variables climatiques, sachant que les variables climatiques vont changer dans les années à venir, d'une manière ou d'une autre. Hein, voilà. Et puis, surtout, les équilibres sont fragiles, parce que nous, on est très vulnérables. Je pense que le point le plus important, c'est notre vulnérabilité, qui est de plus en plus fondamentale. Alors, quid des éléments déterminants d'un sinistre, ça, on peut en parler avec des échanges, hein, mais voilà. Alors, les changements climatiques passés à venir, les climats changent, les extrêmes ont déjà impacté nos territoires, on a été moins vulnérables, nos sociétés sont trop fragiles, voilà. Et en plus de ça, on n'a aucune emprise, mais zéro emprise sur ce qui va se passer. Il peut se passer le pire comme le meilleur. On ne peut pas lutter, il faut qu'on accepte, il faut qu'on fasse... J'ai souvenir d'une personne qui voulait à tout prix arrêter l'eau de passer chez elle. Je dis, vous arrêtez pas, je veux arrêter. Elle essaie d'arrêter et il y avait toujours des problèmes. Je dis simplement, vous faites creusez une canalisation au milieu, enterrez, et vous laissez passer l'eau. Voilà. Je ne sais pas si elle l'a fait, j'espère. Incidence et modalités, on va développer une nouvelle structure collaborative, donc CNRS, chercheurs, union d'experts, voilà, et puis après les autres entités qui voudront s'y greffer, hein, pour faire une gestion des risques mouvements de terrain, voilà. Et alors, soit on a ça, donc ça, je pense qu'on pourra tous, ou ça, on est plus sur ça en ce moment, voilà, ou bien alors, voilà, je vous laisse une vue de mon environnement quotidien qui me permet de positiver toutes ces choses-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Thomas, c'était très intéressant, passionnant. Comment j'ai vécu comme ça. N'hésitez pas à profiter de la présence de Thomas pour poser... Pardon, excusez-moi.
N'hésitez pas à profiter de la présence de Thomas pour poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, évidemment. On voit bien que c'est des phénomènes qui sont complexes et qu'on a du mal à maîtriser. Bon, moi, je confirme effectivement déjà notre partenariat. On a décidé effectivement de collaborer sur ce sujet. Je pense qu'on s'adressera à vous aussi, assureurs, dans le temps pour vous mesurer votre appétence ou pas et vérifier si quelques-uns d'entre vous veulent nous accompagner. C'est aussi un des projets. Et on voit bien que les enjeux de la prévention vont se chiffrer effectivement en millions d'euros. Hein. Et les arrêtés, alors on n'a pas les chiffres pour ceux qui les ont en tête peut-être sur les derniers arrêtés, sont impressionnants et c'est presque exponentiel en fait, hein, ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est un vrai sujet d'avenir pour vous, assureurs, et pour nous, effectivement, experts. Donc vraiment, on est enchanté de pouvoir mener à bien cette collaboration. Hein. On contractualise là, et puis on attaque. Hein. Il y a vraiment toute une équipe qui est derrière ce projet. Très intéressant. Donc je vous laisse poser vos questions à Thomas, n'hésitez pas. J'ai une question, monsieur. J'étais très intéressée par votre... Il y a un micro pour le public, on va vous donner le micro, madame. Oui, j'étais très intéressée par ce que vous avez dit en ce qui concerne le fait de stopper par l'injection d'eau par électrovanne. Ce que je voulais savoir, c'est comment vous le mettez en place, parce que comment vous allez faire percoler l'eau dans des sols qui sont très durs. Par une multiplicité des points d'injection. Hein. Donc c'est lié, on va mesurer la perméabilité de ces sols-là, et l'idée c'est de multiplier. Alors l'idée c'est de faire des pénétros et de descendre des petits tuyaux d'eau qui vont alimenter en eau. Donc l'électrovanne se déclenche automatiquement. On fait une mesure de succion, une mesure de conductivité dans le sol. Et dès qu'on atteint le niveau seuil qu'on va définir, ou un niveau de déplacement, peut-être un démarrage de déplacement de fissure, eh bien les vannes vont s'ouvrir. Ou bien alors, il y a aussi l'idée on sait qu'il y a une sécheresse qui est là depuis 20 jours, ça fait 20 jours qu'il n'a pas plu, ou 30 jours, mais on commence déjà à injecter de l'eau parce que ça prend du temps. Mais pas multiplier. C'est vrai qu'injecter dans des sols, dans les sols profonds, à moins 3-4 mètres, c'est compliqué. Oui, voilà, parce que c'est à il faut peu près à multiplier ce le nombre de niveau-là points où d'injection, on en est simplement. en Ile-de-France, sur la sécheresse à peu près à ce niveau, autour de 3 mètres. Oui. Ouais. Voilà. Après, il y a aussi la partie prévention. C'est un débat qui est très ouvert. Ce serait le faire en prévention, c'est-à-dire... C'est le faire en prévention. C'est un débat qui est ouvert parce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est plus intelligent de dire, ça fait 20 jours qu'il n'a pas... Quelqu'un qui est doté d'un système comme ça, ça fait 20 jours qu'il n'a pas plu. Moi, chez moi, ma maison, je veux dire que il y a quelques années, en 2017, quand il y a eu la grosse sécheresse, j'étais une fois par semaine avec un tuyau en train d'arroser partout pour pas que ça se mette à fissurer. Et pourtant, ma maison a 400 ans. Mais néanmoins, j'ai quand même des fissures dessus. Ça coûterait combien dispositif? Alors, le dispositif à l'heure actuelle, les coûts actuels, parce qu'on ne fabrique pas, il n'y a pas de fabrication en grande quantité, entre 6 et 7 000 euros, je pense. Après, il y a toutes les modalités de faire les trous, la personne qui va venir faire les trous, etc. Ça, je n'ai aucune emprise dessus. C'est du temps homme, temps homme à femme, enfin, je veux dire, voilà, c'est du temps humain. Entre 15 et 20 000 euros. Je pense que voilà, je pense qu'il faut compter entre 10 et 12 000 euros pour mettre en place un dispositif qui soit raccord, quoi. Voilà. Mais l'appareillage en lui-même, on est à 7-8 000 euros pour l'électronique, sachant que l'électronique, comme tout, hein, ça est en train d'exploser les prix. Hein. Et puis commander maintenant les cartes, nous les cartes qu'on commandait avant chez Farnal et compagnie, on a des délais de 2, 3, 4 mois maintenant. Mais ça, c'est pas grave, on va revenir dans des... Voilà. Est-ce qu'on peut penser que ce coût-là serait amené à se réduire? Parce que pour les ménages, parce que ça ne serait pas pris en charge. Justement, c'est du préventif, ce n'est pas pris en charge par l'assureur. Donc, est-ce que ces coûts-là... Mais l'idée est extrêmement intéressante. C'est vrai que annoncer à une famille qu'il en coûtera 20 000 euros pour organiser les mesures de prévention, pour éviter des fissures, peut-être ils n'auront pas. Bon, enfin, vous savez, c'est toujours ce problème. Alors, ça dépendra de vous en réalité. Ouais, ça va dépendre de vous, parce que si vous avez un réseau de gens qui sont capables de faire juste les trous, hein, l'électronique, nous on s'occupe de ça. Enfin, nous, les gens qui feront ça, ce ne sera pas moi. Hein. Les gens qui feront ça s'occuperont de ça. Ce coup-là, on va pouvoir le réduire. On ne pourra pas le réduire de manière non plus. Voilà. Il y a la maintenance, il y a les data loggers, enfin, comment dire, il y a le cloud qu'il faut alimenter, il y a les cartes machine to machine qu'il faut payer tous les mois. Bon, bref, ce coup-là, il est figé, il peut être réduit. Le coût qui est cher, c'est le temps de l'humain qui va venir faire ces trous-là. Si vous avez un réseau où vous avez une entreprise qui vous dit, voilà, moi, pour 500 euros, je vous fais tous vos trous
avec un pénétro, un machin, je vous mets en place les tuyaux de jardinage dedans, je vous mets jusqu'à la vanne, vous occupez de l'électrovanne, vous pouvez réduire le coût énormément. Mais c'est le coût qui est local. Un maçon dans le nord et un maçon dans le sud, c'est pas le même prix au niveau de l'heure. Donc c'est vrai, c'est un coût local en réalité. Le coût de la mise en place du système, il y a aussi la qualité du système. C'est pas que le système qui fonctionne, c'est pas qu'on vous installe un système et après ça part. C'est assurer la maintenance, tout se passe bien. Voilà, c'est encore compliqué. La maintenance à distance est encore compliqué parce qu'on n'est pas dans des environnements qui sont protégés, comme dans un téléphone, un ordinateur. Maintenant, l'avenir, c'est Smart City, c'est l'intelligence, la connectivité entre tous les objets. On est dessus, mais le défi que nous on a, c'est le défi qui est un défi de milieu hostile. Il faut qu'on puisse mettre des appareils dans les milieux qui sont hostiles, qui sont laissés libres. CIP 76, 77, je ne sais plus les normes, vous doit être sous l'eau, quoi. Donc c'est encore un peu compliqué. Voilà. Et puis pour le coup, je pense que ça peut se réduire. Mais après, c'est pas donné. Il y a du temps derrière. Voilà. Qu'est-ce que c'est que 10 000 euros Après, 3 mètres cubes d'eau par an, ça coûte 9 euros. Voilà. Après, ça peut fonctionner avec un forfait à l'année. Après, il faut pérenniser ça. C'est pas 10 000 euros tous les ans. Il y a l'installation et après, il y a la pérennisation qui est beaucoup moins chère. Donc, il faudrait voir sur 3 ans combien ça coûte. Ça pourrait être intéressant de ramener ça sur une période. Je vous en prie. Oui, c'est le micro. Après, j'ai pas fait de business plan. C'est pas mon job. C'est pas mon job, ça. Voilà. Oui, bonjour, merci. Donc Laurent Boissier, je suis responsable de la R&D climatique chez Generali. Et alors déjà, merci pour cette présentation. J'ai une question pour réagir sur la vulnérabilité du bâtiment. Donc, vous avez très bien démontré qu'il y a un déterminisme géologique. Oui. Et vous avez évoqué que 66% du parc de l'habitation, oui, des logements étaient construits avant 1974. Oui. L'État a communiqué très récemment, je crois au début de l'été, sur 10 millions de maisons exposées à un RGA moyen et fort, notamment la moitié après 1976. Donc ils avaient plutôt pris le parti inverse de dire les maisons plus récentes seraient plus exposées à un point de vue vulnérabilité. Ouais, je voulais vous faire réagir là-dessus. Ouais, je pense que c'est à partir des années 95 que les gens ont... La norme NFP 94500 qui définit les normes géotechniques, l'obligation des gens à faire une reconnaissance du sol avant. Donc finalement, je pense que le parc est beaucoup plus grand. Et pour vous, donc plus le bâtiment est ancien, il est plus vulnérable ou c'est l'inverse? Non, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Ça dépend vraiment de l'endroit. J'ai vraiment... moi, dans la région dans laquelle je suis, les dossiers que j'ai dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, c'est les maisons des années 70, 80. Et les maisons récentes, mais parce que les gens, par souci d'économie, ne font pas bien le travail aussi. Donc là aussi, il y a... Pour le bâtiment individuel, pour les maisons individuelles, je dirais presque même toutes les maisons. Les maisons Phoenix, enfin j'ai rien contre Phoenix, même si renaît de ses cendres, le pauvre. Mais, enfin justement, il pourrait peut-être renaître... je pense qu'il y a énormément de maisons qui vont être atteintes. Il y a très peu de maisons qui ont des bonnes fondations. Très très peu. Alors, aussi une chose, arrêtez de dire bon sol et mauvais sol. Le sol, il n'y est pour rien. Il n'est pas méchant ou mauvais, le sol. Il est simplement, il supporte ou non la bêtise humaine. Voilà. Oui, je reviens sur le projet d'imbibition des fondations au titre de la prévention. J'avais suivi un peu ce projet-là. Vous disiez que ça a été testé sur 2 maisons, je crois. Alors, je ne sais pas combien de maisons. Moi, ce que j'ai vu dans le rapport, Mac, ça a été testé au moins, je pense, sur 2 maisons, ça a été testé. Justement, dans la lecture de ce rapport-là, on sentait que ce n'était pas terminé. Ah non, c'est pas fini. Voilà. Ah, c'est pas fini du tout. Ils n'ont pas pu automatiser le système d'injection. Voilà. D'accord. Ma question, c'était de savoir, est-ce que vous savez s'il y a un test à plus grande échelle qui est prévu ? Non, les gens que j'ai rencontrés sur ce projet-là m'ont dit que le problème, je ne suis pas dans ce comité-là, donc je ne peux pas vous dire. D'accord. Ça dépend de l'ANR. L'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, qui finance ou non. Oui, pardon. Qui finance ou non, ça dépend d'eux. Pour vous dire, enfin voilà, donc je ne suis pas sûr. Par contre, on sait faire, nous. D'accord. Nous, on sait faire. Pour vous donner un exemple, nous, on a déposé un très gros projet sur la tempête Alex. On s'est mobilisé, on était 40 chercheurs. On a vraiment bossé à rédiger un gros projet. On s'est fait blackbouler. Et pourtant, on a les meilleurs... Enfin, je veux dire, moi, j'ai les gens de Météo France, c'est les référents internationaux. On a des gens de Strasbourg. Enfin, il y en a du beau monde dans le projet. On s'est fait blackbouler sur un petit projet à 1 million d'euros. Parce que on a... Voilà. Donc, finalement, les projets, ils sont importants pour la collectivité.
ne sont pas toujours financés. Par contre, ce qui a été financé, c'est la reproduction des copépodes en milieu saumâtre. Voilà, enfin bon. Excusez-moi, je sais que c'est enregistré, mais j'assumerai entièrement. Merci. C'est pour ça d'ailleurs honnêtement, c'est pour ça qu'on se retourne vers le domaine privé. Moi, je travaille énormément avec le privé parce que c'est intéressant, parce qu'on a un dialogue intelligent, entre guillemets. C'est pas qu'il y a un dialogue inintelligent, mais on est sur une échelle de temps et une moralité qui n'est pas la même. Il y a un intérêt derrière de répondre à des questions sociétales. Et c'est en ça que le partenariat qu'on a avec Union d'Experts, moi, m'intéresse beaucoup, parce qu'on est entré dans une réalité, qui, pour moi, est intéressante. Voilà. Mais c'est mon avis personnel. Merci. Je vous en prie. Jean-Louis Gégou, Maïf, j'ai une petite question. Aujourd'hui, lorsque nous intervenons dans le cadre de la garantie légale CatNat, nous avons la garantie de l'État via la CCR. Oui. Donc fatalement, plus ça casse, plus ça coûte cher à l'assureur, plus ça coûte cher à l'État. Est-ce que dans le projet d'injection des fluides, vous avez évoqué ce thème avec les pouvoirs publics, puisque tout bêtement, mathématiquement parlant, vaut mieux sans doute aider les braves ménages à installer un dispositif de 10, 15, 20 000 euros, peu importe, plutôt que de payer bêtement 80 000 divisé par 2 pour l'assureur. Est-ce que les pouvoirs publics sont associés à la démarche? Est-ce qu'ils vous ont envoyé black boulet, je reprends votre terme, ou est-ce qu'ils vous ont accueilli à bras ouverts? Alors, pour répondre, moi, j'ai pas été les voir. J'en ai parlé avec certaines personnes qui sont dans les instances des cabinets interministériels, parce que je travaille aussi de temps en temps au niveau du ministère. On n'en a pas parlé parce que ça s'est pas fait, parce qu'on ne pense pas avoir d'emprise dans ce dialogue-là. D'ailleurs, je pense qu'on n'a aucune emprise dans ce dialogue, nous scientifiques, à moins d'être à Paris et de connaître la personne, ou dans certaines instances. C'est plus finalement du devoir du Bergem ou du CEREMA de faire ça, ce qu'ils ont essayé de faire, hein, parce qu'eux, ils sont très opérationnels. C'est pas, je ne veux pas qu'ils le prennent mal, hein, c'est pas des chercheurs au sens... voilà. Donc c'est à eux finalement de faire ça. Peut-être qu'on pourrait le faire, ça pourrait être intéressant de le faire. Peut-être qu'on peut se faire aussi aider avec vous pour alimenter ce débat-là. Je pense que ça serait une solution. Parce qu'au niveau, par exemple, FFA, est-ce que la FSE, la CEA pourrait exposer au moins le projet et que ce projet ait l'écoute? Parce que je pense qu'il en vaut la peine. Oui, certainement, hein, mais alors, on est vraiment au tout début. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. On a besoin aussi de comprendre un peu les choses. Après, est-ce qu'on mettra ça dans le pot commun? Nous, on va essuyer les plâtres, entre guillemets, et puis on participe. Et c'est vraiment un très beau projet. Oui, effectivement, c'est un sujet de profession à terme. Hein, de toute façon, c'est bien. Merci. Mais je pense que plein de gens vont s'en emparer, et c'est très bien, parce que ça fait avancer le débat. Vous voyez, nous, par exemple, on n'avait pas eu le temps de tester, parce que moi, je suis sur plein de fronts en même temps. Je me suis occupé de projets européens sur les éboulements rocheux, les machins. On ne peut pas tout faire. Et donc, d'autres ont testé, et on a vu, ça fonctionnait. Donc, c'est super, ça fonctionne bien. Moi, j'avais cette appréhension-là. On se disait, mais où est-ce qu'on teste ça? Est-ce qu'on fait un mini-test, etc. Ça fonctionne. Alors, ça ne fonctionnera peut-être pas partout. La question de la pertinence, où est-ce qu'on injecte, etc. Après, on peut faire des études pendant 20 ans. Maintenant, je pense qu'il faut réagir rapidement. Voilà. Donc, c'est vrai que porter un projet comme ça, oui, pourquoi pas. Voilà. Mais bon, on en parle assez. Là, c'est très bien, c'est une tribune hein, pour en discuter. S'il y a des partenaires publics qui veulent se faire expliquer la chose, why not hein. Après, ça ne nous appartient pas. Hein. Je veux dire, le but du jeu, c'est d'aider un peu les gens aussi. C'est un peu la vocation de la recherche, c'est de trouver des solutions aussi pour... voilà. Après, c'est à vous de matérialiser ça en fond et en voilà. D'autres questions? Bien. Ben, merci. Merci Thomas. Avec plaisir. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'on va mettre en ligne des MOOC qui ont été réalisés. Alors, des MOOC, c'est des... Oui, je vais me mettre au micro, pardon. C'est pour la télé. Donc, vous annoncez qu'on va mettre en ligne des MOOC, hein, c'est des tutos qui ont été réalisés par Cyril et Philippe Morcel, qui est au fond de la salle, voilà, sur le sujet de la sécheresse. Ça a une vertu pédagogique, hein, évidemment, de formation de nos propres équipes d'ailleurs, mais là aussi c'est quelque chose qu'on pourra mettre à votre disposition pour aussi une information de vos collaborateurs et de vos équipes. Voilà. Je vous remercie de votre attention, c'était vraiment très intéressant, trop court, on aurait pu y passer la journée largement. Vraiment, merci encore une fois Thomas, et puis on est enchanté de cette collaboration. Ben, je vous invite à regagner la salle, alors je ne sais pas où ça se passe, Alain ou Maxime, au même endroit où on a pris le café, donc il y aura un cocktail déjeunatoire. Merci à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo proposée par Union d'Experts Formation, dans laquelle nous aborderons 2 modules dédiés à la sécheresse. Pour les biens garantis, il s'agit des habitations et de leur contenu, des bâtiments agricoles et de leur contenu ainsi que des serres, des clôtures et murs de soutènement s'ils sont garantis au contrat de base. Les mouvements de fondation de maisons individuelles relèvent soit de mouvements exceptionnels en sol sensible, soit de tassements courants. Nous avons eu le plaisir de vous présenter les notions essentielles de l'expertise sécheresse. Au revoir et à bientôt!